un petit peu de Carsto rapidement. On avait prévu un PowerPoint, mais qui ne veut pas s'afficher, et de vous faire une démonstration de Carsto. Donc, on fera la démonstration. Ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'au niveau de Carsto, on a plusieurs. D'abord, le Carsto est en train de se développer en voulant répondre aux besoins des différentes commissions. Donc, on a en ce moment, euh, on est en train de finir le module bio qui a été développé pour votre commission, pour la commission scientifique, hein. Et aujourd'hui, comme on a des partenariats qui sont en train de se positionner sur une étude bio complète sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, on est en train de finaliser ces études. On a aussi des projets sur un module hydro qui est juste qui démarre, hein, qui a encore pas mal de travail à faire. Nous avons aussi commencé à regarder les problèmes en ce qui concerne de travailler avec le projet POC qui gère les problèmes de pollution en Occitanie et d'essayer de voir comment on pourrait éventuellement collaborer au niveau informatique pour qu'on n'ait pas tout à recommencer. Et nous avons développé un programme, un module Biblio et on va se mettre en relation, notamment j'ai vu que Claude était dans la réunion, pour peaufiner cette partie-là et travailler ensemble demain. Donc, après les différents partenariats que nous avons actuellement, c'est avec la CEPANSO, à travers le programme Stigophone, avec les syndicats des eaux, avec le BRGM, et aujourd'hui, on a les premières discussions avec l'IFREMISM. Voilà. Et nous travaillons, dernier point sur lequel nous sommes en plein travail, c'est sur les échanges entre bases de données. Donc, voilà, grosso modo, les grands thèmes qu'on va vous présenter par la suite. Mais d'abord, on va vous faire une petite, je dirais, démonstration au niveau de Carsto pour présenter l'outil. Alors, tu veux le faire? Allez, Julien, tu seras mieux que moi pour le faire. Donc, tu te présentes en deux mots. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Je ne vois pas, mais je suis Alain Massuyot. Je fais partie de l'équipe développement Carsto. J'ai pas de retour caméra, mais c'est pas grave. Donc, je vais présenter Carsto un petit peu. Quand on se connecte, on arrive sur l'écran d'accueil. Sur cet écran d'accueil, on voit déjà le nombre d'utilisateurs, le nombre de cavités actuelles. Ça se met à jour au fur et à mesure. Et les dernières mises à jour. Ensuite, on peut rentrer directement dans Carsto, soit par les départements, soit faire des recherches. Pour simplifier la chose, on va rentrer par les départements. Voilà, on a une belle carte de France, plus l'Espagne, plus d'autres parties. Bon, ça c'est la France, c'est la partie principale. Les départements sont actifs. Si on sélectionne un département, par exemple les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées sont décomposées en secteurs et chaque secteur peut être décomposé en zones. Ici, on voit dans les Hautes-Pyrénées, il y a 2909 cavités aujourd'hui, dont 122 artificielles. Alors 2909 entrées, pardon, ce qui fait 2803 cavités réparties sur 119 communes et pour 172 865 mètres de galerie, 172 km. Et actuellement, sur les Hautes-Pyrénées, il y a 11 353 documents. On voit les dernières cavités qui ont été mises à jour. Donc, au mois de février, il y en a eu, par exemple, Ouf de la Baronne, etc. Si on passe le pointeur sur la carte du département, on peut sélectionner Saint-Pé-de-Bigorre, par exemple. Et à ce moment-là, on obtient une petite présentation du massif qui est pas, disons, qui est assez complète, mais disons qui est pas exhaustive et qui ne peut qu'évoluer dans le temps, qui s'enrichit au fur et à mesure. Une photo prise un peu au hasard sur le massif, des cavités, on peut sélectionner des zones. Là ici on va sélectionner une zone, enfin tout est découpé comme on veut. On va sélectionner par exemple, le Sébéry, et ici on voit on a 41 entrées. Si on clique sur les entrées, on obtient la carte
du département, de la zone du département avec la liste des cavités. Dans cette liste, on peut faire des classements pour aider un petit peu par développement. On clique sur développement du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Par dénivelé, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Si on sélectionne une cavité, bon, l'exemple, je vais prendre la deuxième, par exemple, ici. Sur la carte, on a vu, ça s'est mis en bleu et ça nous positionne où est la cavité. Ça nous dit où est la cavité. Si on clique sur une cavité, sur le petit icône, clac, là, à ce moment-là, c'est la fiche qui se met à jour, qui revient de ce côté. Dans la zone que j'ai pris un peu en exemple, enfin, on va mettre d'abord en plein écran, il y a beaucoup de cavités. On a possibilité dans un menu, ici en haut à droite, de masquer les noms des entrées, parce que ça fait beaucoup. Là, je peux les masquer, je peux les faire apparaître. Ensuite, on a les cavités, on a ce qu'on appelle les traces des cavités. C'est la partie, disons, le visu de la cavité en plan. On clique là-dessus et là, on s'aperçoit qu'on a une grande cavité avec, bien sûr, on peut mettre les noms. Pour les gens qui connaissent, c'est la cavité de Betaram disons, qui est en exploitation, qu'on peut visiter et ensuite qu'on peut explorer puisqu'on y fait des explorations actuellement. Voilà. Donc ici, on va recouper ici. On va cliquer sur une cavité. Dans des mauvais choix. Où il y aura peut-être des photos. Est-ce que vous nous entendez? Parce qu'on vous entend pas du tout. Oui, très bien. Oh, ah bon, très bien. Voilà. Oui, oui, on peut cliquer, mais je veux les montrer Là, je prends une cavité. Bon, ici, j'ai une grotte. La fiche cavité se décompose en deux parties. Les entrées, avec, disons, le nom de la cavité, les synonymes, il y a souvent des synonymes, les numéros, s'il y a des numéros. Là, c'est CB010. Le développement, 1060 mètres, dénivelé 54 mètres. La personne qui a fait les dernières modifications avec une date. La typologie de l'entrée avec les codes UIS, c'est une cavité naturelle, pénétrable horizontalement. L'hydrologie au niveau de l'entrée, il n'y a pas d'eau. On a fait des colorations et il y a un regard sur un actif avec un siphon. Tout est mis dans la fiche entrée. Les coordonnées, bien sûr. Si on clique sur les coordonnées, on a les différentes possibilités de coordonnées, UTM, Lambert, UTM, W84, etc. L'historique des coordonnées, très intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avoir une position qu'on va affiner, on va conserver l'historique des anciennes coordonnées. Ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, nous avons la partie cavité. On va décrire la cavité avec la bibliographie de la cavité, on le verra tout à l'heure. Les documents, là il y a un petit 15, ça veut dire il y a 15 documents. Si on clique là-dessus, on a des photos. Là, c'est des photos anciennes, elles sont petites. Plus grandes. La topographie, une topographie, une autre topographie. Voilà. Après, on a l'historique des explorations. On a éventuellement de la paléo, on a tout ce qu'on veut. Et là, ici, c'est le fichier KML pour la trace de la cavité. On a de la bibliographie. Ici, bibliographie. Si on veut aller voir la bibliographie, on clique sur la petite loupe. C'est un peu long à charger. Et là, on voit, il y a eu un spelunker en 1962, c'est vieux, avec l'historique, avec l'exploration qui s'est faite dans cette cavité. On va parler de la bibliographie. Ce spelunker, il parlait de la grotte qu'on avait, la grotte du Mélat, mais il parlait aussi du puits du Montjous, des grottes des Brioles, et le lien va se faire sur toutes les cavités. Voilà, je vais refermer ça.
Hein, ici, pardon, là on est revenu sur la cavité. Je ne sais pas cliqué au bon endroit. Là je suis sur les biblios, donc je refais. Je vais refermer, bon c'est pas grave. Ici. On va revenir en arrière, excusez-moi. Voilà. Non, si, mais on peut pas le pas actif. Là. Pardon? Non, c'est pas actif. Je crois que c'est actif. Voilà. Donc là, je vais fermer cette page. Alors, on va revenir là. Excusez-moi, on a changé le truc. Donc voilà, on est revenu à l'écran. Non, tout à l'heure. Donc la grotte du Mélate, les documents, 15 documents, de la bibliographie, des réglementations, par exemple. Alors il suffit de cliquer cavité avec accès interdit. Il y a une grille fermant l'entrée. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. L'accès de cavité est réglementé et soumis à l'autorisation du propriétaire. À noter que cette cavité se situe près des grottes de Bétarame qui sont en exploitation. C'est la raison pour laquelle elle est fermée. Des photographies, de la zoologie, de l'hydrologie, fait partie du chaînon du Sébéry et ça sort au Mélate. Voilà. On va montrer un petit peu de cartes. Donc là, on est sur une carte IGN. Là, j'ai besoin d'avoir la carte géologique. Je clique sur carte et là, j'ai automatiquement la géologie. Donc, on voit bien que la cavité, elle se développe dans le massif dans le Crétacé. C'est un peu la raison pour laquelle elle est là. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est de voir toutes les cavités sont dans cette zone-là. Toutes les cavités sont dans cette zone-là. Si on veut voir l'hydrographie, là, bon, on voit en bleu les parties hydrographiques qui sont intéressantes. Bon, là, c'est peut-être pas l'exemple est pas tellement bon. Par exemple, ici, on voit beaucoup plus. Si on veut voir les communes sur lesquelles on se développe, il suffit de cliquer. Donc tout ça sont ce qu'on appelle des yeux. Hein. Il suffit de cliquer dessus pour faire apparaître ou disparaître le renseignement. Alors oui, alors on peut, oui, on me souffle, on peut, disons, modifier l'affichage, plus ou moins transparent. On peut afficher tous les secteurs, toutes les zones, etc., etc. Là, je dézoome un petit peu. Là, on a laissé l'hydrographie, donc on voit toute la partie en bleu, l'hydrographie. On voit la zone en bleu foncé. En jaune, on voit le tracé des communes et du département, parce que là, dans ce cas-là, on est à cheval sur 2 départements. Et après, ben, on peut voir les traces des cavités. Ouais. On peut masquer, comme il y a beaucoup d'entrées, on peut masquer les noms hein, et ne laisser que la grotte qui nous intéressait. De l'autre côté, on a des petits menus. Alors, on va le voir. Ici, c'est pour démasquer. Je vous montrerai tout à l'heure voilà, les autres menus. Voilà, les entrées, pardon. Alors, si on dézoome, non, je veux pas dézoomer, c'est peut-être pas le bon endroit. Ici, on a un menu. On peut faire des mesures. Coupe la caméra. Hein? Pardon? Ouais. C'est pour moi, non? C'est bon. C'est Dominique Berlin qui Laisse pour l'instant. On peut mesurer des distances entre 2 cavités, par exemple. On peut faire des angles par rapport au nord. Hein, là, je suis 0, puis on peut faire des angles. On peut mesurer des surfaces. Et on peut faire du profil. Là, on a directement le profil entre 2 cavités. Enfin, là, j'ai pas choisi des cavités. Hein. Ensuite, ici, on a un petit icône pour la localisation. On a les coordonnées
par défaut qui sont WS 84, mais on peut, alors, coordonnées plus altitude. On peut changer de système de référence. Quelqu'un qui travaillera, mettons, en Lambert 3, plaque, et là, on a directement le R3. Si on veut, on a des coordonnées, on tape les coordonnées directement là-dedans, dans les deux cases, X, Y, et là, automatiquement, ça positionne, disons, le pointeur à l'endroit qu'on aura mis. Ça permet, disons, de vérifier des coordonnées et tout. Voilà. Ensuite, on va augmenter le niveau de zoom des icônes. On a possibilité d'avoir des icônes simplifiées, rouge et bleu. Le bleu, c'est quand il y a de l'eau. Le rouge, c'est quand il n'y a pas d'eau. Et on modifie les icônes. On a une légende qui nous donne toutes les icônes. Là-dessus, on s'est servi des références de l'IGS, de l'UIS, pardon. L'entrée naturelle, l'entrée, enfin, verticale, horizontale, impénétrable, typologie non renseignée, etc. Voilà. Voilà. Et ici, pardon. Les angles qui sont actifs. Ah, voilà. Faut fermer. Et là. Donc ici, on a remis les icônes avec les codes US qui sont les mieux. Ici, bon, ce sont des puits. Ça, c'est une grotte. Ça, c'est impénétrable. Bon, là, je vais masquer le nom des entrées parce qu'il y en a beaucoup. Et là, ben, on voit, on a toute une série de résurgences. Ça, ce sont des résurgences. Là-dessus, je vais faire apparaître les traces des cavités. Là, on a des traces de prospection. C'est très important. Ces résurgences, ça, sont très importantes. Et récemment, on est retourné faire des pointages. Ça, c'est la trace qu'on a fait avec Iphigénie, pour pas le dire. Voilà. Pour bien pointer. Et tout ça, ce sont des griffons, enfin, de l'eau qui ressort. Voilà. Voilà. Donc ici, maintenant, je pense qu'on a fait le tour des icônes. Pour certaines cavités, quand on a des photographies, quand on passe dessus l'entrée, on fait apparaître, mais là, ah oui, il faut que je ferme ça, voilà. On a directement une visu, bon, c'est des photographies, disons, ça permet de voir l'entrée, voir comment c'est dans la cavité. Voilà, ici. Quand on a beaucoup de cavités qui sont, j'y arrive pas, qui sont regroupées, si on clique sur le dégroupement, ça permet, il y a 36 cavités, et là on clique et elle se dégroupe. Une petite chose qui sert bien. Voilà, donc après, là je pense que on va revenir en liste. On peut afficher de la liste aussi. Pardon? On peut afficher que les listes. Que la liste seule, si on a besoin que de la liste seule. En haut de la liste, on a deux petites icônes. Enfin, déjà la taille de la page. On peut passer jusqu'à 200 cavités sur la même page. Ça peut être intéressant. On a une première icône qui s'appelle GPX. Si on clique là-dessus, on exporte un fichier GPX des entrées. Après ce fichier GPX, on va le mettre dans le GPS et éventuellement on va aller sur le terrain pour trouver les cavités. Ensuite, si on clique sur le petit icône Excel, on a un export qui se fait. Là, je vais ouvrir le fichier Excel. Vous le voyez, le fichier Excel? Ah bon, je sais pas. Et là, ben, on a un fichier Excel avec les cavités concernées. Là, c'est le CBRI, avec les coordonnées, les développements, les entrées, la commune, le numéro, quand il y a des numéros. Voilà. Etc. Et les coordonnées dans différents systèmes. Je vais refermer ça. Ne pas enregistrer. Voilà. Les droits, peut-être parler des droits. Alors on va faire d'abord une recherche, donc carte et liste ici. On est rentré par les départements tout à l'heure pour trouver les cavités.
Là, on peut le faire par recherche d'entrée. On en a un petit menu. Alors, j'ai ça qui m'embête. On peut sélectionner un type de cavité. On peut déjà mettre un mot-clé, n'importe quel mot, on va trouver les cavités. Tout à l'heure, j'avais une cavité qui s'appelait bêta. Hop. Tout ce qui va commencer par bêta, je vais le trouver. Vous voyez, là, j'ai cavité bêta. Je l'efface. Ici, bon, le type de cavité aménagée, sportive, terrain d'aventure, terrain d'exploration. Le département, je veux un département, allez, je vais prendre les Bouches-du-Rhône. Je veux un secteur, je vais aller dans les Alpilles. J'ai une zone, il n'y a pas de zone, pardon. Je fais envoyer. J'ai 64 cavités dans les Alpilles, au-dessus de Marseille, pour ceux qui connaissent, tout le monde. Ici, je vois 64 cavités, 64, toutes les cavités ont des coordonnées. Dans Carsto, on peut mettre les coordonnées, c'est recommandé, mais si on ne voulait pas pour une cavité protégée, ce n'est pas obligatoire. Il faudra simplement mettre, disons, le département, le secteur, peut-être la zone et la commune. Voilà. Donc ici, donc on fait toutes les recherches. Je remonte. Recherche de terminus. On peut aller faire des recherches par des terminus, toutes les cavités qui ont des terminus qui ont été renseignés. Là, il y en a actuellement 2559. Et là, ben, on a une fiche. Ici, ça nous dit, disons exactement, voilà, celle-ci, ça dit pas, mais description d'entrée. Là, c'est pas bien rempli. Ça arrive. Ensuite, recherche de documents. Je veux savoir les topographies ou les photographies. Dans un département, ben, le 60, c'est sûr, il y en a, le 65. Et sur un secteur, les baronnies. Je fais envoyer. Et là, je vois que j'ai 91 cavités, ou j'ai 91 photographies, parce qu'il peut y avoir plusieurs photographies sur les cavités. En général, dans Carsto, on a mis beaucoup de les entrées des cavités qui vont servir à retrouver les cavités. Au lieu des photographies, je voulais les topographies. Vous voyez. Là, ici, j'ai 114 topographies sur les baronnies dans l'Haute-Pyrénées. Bien sûr. Et là, j'ai les topographies. Là, c'est une petite grotte à Campan. Plus 22, plus 14. Une grotte fortifiée. Voilà. Dans les documents, on peut retrouver ce qu'on appelle autres documents. Ce sont les publications. Hein, là, je vais voir ici coloration Boutis. Et là, j'ai le document. Coloration baronnie en 9 avec. Bon, disons, c'est la mémoire, là. C'est vraiment des documents qui sont pas de première jeunesse. Voilà. Alors après document, on peut retrouver par phénomène, par bibliographie, on va aller voir la bibliographie. Actuellement, il y a pas longtemps que ça marche, ça. Il y a 173 résultats. Et là, on a la référence bibliographique. Ça s'appelle les échos de Simplet. L'année, bien sûr, l'auteur, etc. Ça, il y a tout qui est marqué. Et là, il y a un lien et on peut aller sur le document. Bon, c'est un peu, voilà. C'est un autre Mais temps, mais c'est historique. c'est historique. Voilà, c'est historique. Merci. Voilà. Là, ici, on n'a pas les cavités, donc on va faire. Bon, après, on peut faire des recherches sur les cavités avec, il y a plein de, je vais vous remettre quelque chose quand même. Recherche d'entrée. Ici, il y a des critères avancés. On peut par exemple rechercher dans un département, je vais mettre l'Ariège, les cavités qui font minimum en dénivelé, minimum 200 mètres. Je fais envoyer. Et là, j'ai 41 cavités qui font toutes plus de 200 mètres de dénivelé. Je peux mettre des mini, des maxi. Je peux mettre des coordonnées, terrano-karstiques. Je cherche les cavités, par exemple. On va essayer d'effacer. Nature de l'entrée, les cavités naturelles.
et les cavités qui sont, je sais pas s'il y en aura, pénétrablement plongées. Il n'y en aura peut-être pas. Il y en a deux. Donc là, j'ai automatiquement trouvé des cavités pénétrablement plongées avec les fiches, des fiches qui ont été rentrées par un import, puisqu'on peut faire des imports, et il y a la topographie. Et ça donne bien, on voit la plongée, ça donne bien sur un siphon, directement. Voilà. Donc ça, c'est pour les critères avancés. Après, on peut chercher par les communes, on peut chercher partout, hein, par les numéros, etc., etc. Je pense on a vu, on n'a pas fait le tour, mais on a vu beaucoup de choses. Après, il y a la biologie, mais là, ça commence juste ça fonctionne. Oui, vas-y. Ça fonctionne. Alors, moi, je m'en sers pas de ça. Ça, c'est le module biologie qui a été développé récemment et qui fonctionne ou qui est pas encore en service, Qui est en phase de test. qui est en phase de test. Pour le, Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais, quelqu'un qui fait pas partie de l'équipe développe, il n'y a pas accès là, pour l'instant. Bah, si, Mais c'est pas moi qui s'y connecté, là. Oui, c'est moi qui suis connecté. Voilà, voilà. Ouais, donc là, pour l'instant, juste pour vous expliquer, pour l'instant, vous n'y avez pas accès parce que c'est en test. Et comme on est sur le produit de développe, il y a plus de fonctionnalités. J'ai montré, enfin, après, alors oui, si, quand même, les droits d'accès. On nous pose souvent la question, les droits d'accès. Bon, les administrateurs ont accès à une table. Que vous créez un compte, les administrateurs reçoivent un message. Et après, on met les droits d'accès. Alors, les droits d'accès, filtrer les droits. Par défaut, une personne fédérée va être un lecteur, simplement lecteur. Après, on peut lui mettre, s'il demande, par exemple, d'aller sur les Bouches-du-Rhône, parce qu'il veut travailler de catégorie activité, on va lui mettre des droits. Je sais pas si quelqu'un tousse ou Ça pas. fait pousser les gens. Je sais pas. Je vais rien mettre, hein. Donc, il y a une table de droit d'accès. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les cavités. Recherche d'entrée cavité. Je vais prendre une cavité au hasard. Les cavités, fiche d'entrée. Si vous voyez là où je pointe, là, fiche entrée cavité en accès libre, non. C'est-à-dire qu'elles sont pas en accès libre pour tout le monde. Enfin, il faut être connecté pour l'avoir. Mais après ces cavités-là, c'est la fiche. on peut faire cavité cachée, on peut cacher la cavité, ou alors la mettre en accès libre. On peut faire ce que l'on veut. Ensuite, on peut donner, disons, l'accès des cavités à des groupes. On peut créer des groupes de personnes et leur donner l'accès à une cavité. Personne d'autre pourra les voir. Il y a tout un panel d'autorisations qui peuvent se mettre dans Carsto. Et ce qui peut permettre aussi, juste pour votre information, ce qui peut permettre de faire travailler un groupe de personnes sur un sujet particulier. Voilà. Donc, ce qui peut être très intéressant, notamment aussi si on a des partenariats, c'est qu'on on donne aux partenaires uniquement accès à ce qu'on a décidé qu'ils pouvaient avoir accès. La saisie. Donc, c'est son groupe. Pour saisir une cavité, c'est très facile, hein. On fait saisie, créer une entrée. On met un nom, c'est obligatoire. Et le nom de l'entrée, si la cavité a le même nom, obligatoirement, il faut le mettre de l'autre côté avec la petite flèche. Là, je vais mettre test. Je l'appelle tac. Ça va automatiquement. On peut mettre d'autres noms, on peut mettre des synonymes, le nom courant, le marquage. On peut en mettre autant qu'on en veut, hein. Souvent, il y a des cavités, on 7 ou 8 noms, fonction des époques et tout ça. Ensuite, on rentre les coordonnées. Le système, on va les prendre, WS84 par exemple. On va rentrer longitude, latitude, l'altitude, méthode d'estimation. Donc là, il y a un petit truc estimé, GPS, relèvement, 4, repérage photo aérienne, théodolite, topo de surface. Voilà. On va mettre la source des informations. Est-ce que c'est pris dans une revue? Est-ce que c'est une personne, etc. Et au fur et à mesure qu'on modifiera les coordonnées, l'historique des coordonnées se mettra à jour. C'est-à-dire que si je fais une première saisie, je modifie après, il y aura les anciennes coordonnées. Ensuite, quand on remplit les coordonnées, la façon la plus simple, ça va être, disons, alors là, je peux pas le faire parce que
Je peux pas le faire. Je peux pas le faire, oui. Bon, tu l'expliques. Ouais, c'est dommage. Voilà. Après, on peut sélectionner le département, on peut sélectionner le secteur, on peut sélectionner la commune. Voilà. Ça peut se faire tout seul si on lui met les coordonnées. Il va poser la question, est-ce qu'on va déterminer par rapport aux coordonnées? Bon, là, j'ai pas de coordonnées à mettre. Ensuite, on va mettre les codes UIS. C'est une cavité naturelle. Elle est verticale. C'est un puits. Je vais mettre ici. Il y a des éboulis à l'entrée. Clac. Fermé. Ici, je dois impérativement dire si l'entrée est active ou inactive. Là, j'ai inactif. Ça pourrait être une exurgence, un inversac pour la mer, par exemple, une perte ou une résurgence. Il faut remplir au minimum un des champs qui sont noircis. Là. Voilà. Inactif. Alors, juste un petit mot sur les codes UIS. Pourquoi les codes UIS? Eh bien, finalement, c'est quelque chose qui prépare un peu à l'ontologie aussi de la spéléo, puisque ce sont des codes qui sont reconnus dans le monde entier. Et qui vous donnent le type d'icône qui s'affiche. Et qui donne le type d'icône qui s'affiche. Donc, c'est préparé finalement aux échanges qu'il pourrait y avoir avec d'autres bases qui seraient réalisées dans d'autres pays où voilà, et que tout le monde a à peu près les mêmes données d'entrée. Là, je viens de mettre, c'est une résurgence. On me pose la question, est-elle pérenne ou temporaire? Elle est temporaire. Et est-ce qu'elle donne accès à une circulation dans la cavité? Pérenne, temporaire. Je vais dire pérenne. Il y a une grande rivière. Voilà. Je peux mettre le débit de l'entrée, si on connaît. Voilà. Ensuite, je peux, dans le champ suivant, je peux rentrer des documents. Alors, soit des documents texte, soit autres documents, les PDF, les publications, les cartes, les polygonales KML, les photographies, documents texte, topographie. Si je mets une photographie, automatiquement, il me fait parcourir et je dois aller chercher une photo. On va pas le faire, hein. Si je mets un KML, je vais chercher un fichier et il appelle ça une carte géographique. Voilà. On va mettre autre document. Non, mais c'est pas obligé. Non, mais je vais montrer les catégories. Et à ce moment-là, on doit mettre quelle est la catégorie, disons, du document. Catégorie. Alors, on a une table des catégories qui se classent soit par ordre alphabétique, comme ça, soit par discipline. Les disciplines, l'activité spéléo, topographie, coloration, bivouac, tout ça. Ici, l'hydrologie, la morphologie. Donc moi dedans, par exemple, j'ai une entrée, je vais dire, c'est une situation de l'entrée, c'est une photographie avec des coordonnées, et description de l'entrée. Ça va être les catégories. Je vais supprimer une carte géographique. Ici, voilà, fermé. Et les catégories sont arrivées. J'enregistre. Alors il me dit vous n'avez pas chargé de pièce jointe. Voici. Il m'a sorti. Donc, je vais dire que c'est un texte, comme ça il y aura pas de problème. Là, enregistrer. Voilà. Et à ce moment-là, je peux enregistrer mon entrée de cavité. Enregistrer, ça devrait passer. Enregistrement réussi. Et à ce moment-là, Carsto me passe la main sur la cavité. Donc là, je dis, cette cavité, je vais la cacher parce que j'ai découvert des ossements ou un trésor, on sait jamais, hein. Voilà. Je vais la cacher. Le dénivelé positif, on a fait une petite escalade plus 4. Et puis après, derrière, on a fait la topo. Il y avait 50 mètres de profondeur. Donc, il me dit automatiquement 54, 54, c'est le développement. Mais il y a des grandes galeries, c'est pas 54, c'est 255 ou 54. Voilà. Date de mise à jour, on a fait le 10, je sais pas moi, le 10 1 2023. Donc je mets j'ai pas mis les slash, pardon, je les supprime. Les slash qui sont pas au même endroit là. Et là, quel est l'auteur? Je mets mon nom puisque c'est moi. Et ensuite, je vais pouvoir mettre les documents
Là-dessous, je vais pouvoir mettre les documents, les topographies. Enfin, c'est toujours pareil, hein, on met tout le temps pareil. Cancel, OK. On a toujours des petits messages d'erreur quand on fait marche arrière. Qu'est-ce que j'ai oublié là-dessus? Je sais pas. Bon, c'est pas mal. Donc j'ai mis les phénomènes, les terminus. Bon, on va pas y aller. Bon, après c'est, hein. Et j'enregistre. Souhaitez-vous apparaître dans l'historiographie? Oui. Aucun terminus? OK. Enregistrement réussi? OK. Et là, à ce moment-là, je vois dans la colonne de gauche, dernière mise à jour, mon test, il est là. Clac. Et on voit que Je peux retourner dessus. vous avez pu voir que quelqu'un d'autre a rentré quelque chose dans Carsto entre-temps. Non, c'était Non. avant, c'est classé par ordre alphabétique. Ah, Boris oui, était rentré par Christian Touron. Bon. Salut Christian, si t'es au bout du fil, je sais pas. Enfin, le truc, c'est pas sûr. Non, non, c'est classé par ordre alphabétique, c'est Ah, volontaire. d'accord, C'est par date et par. Date et ordre Date et ordre alphabétique. alphabétique, d'accord, ok. Voilà, donc on a vu saisie une entrée, référence bibliographique, on va pas le faire, mais bon, après c'est pareil, il y a des aides, hein. Créer un nouvel auteur, on va créer un auteur, autrement il y a la table des auteurs, etc. Si, voilà, ben c'est ma pomme, comme ça, tac. L'auteur est déjà créé, donc on le fait pas deux fois. Un média, ben c'est dans Spelinka, parce que c'est paru l'autre jour. Spelinka, voilà. Un nouvel éditeur, ben là c'est la Fédé, etc. On remplit tout ça, et ensuite on va dire type de média, et après les liaisons avec les entrées, les cavités. Donc avec les cavités, là ça va nous proposer, si on commence à taper le début du nom de la cavité, ça nous la propose et on sélectionne la cavité. Ou les cavités, si la publication, disons, se réfère à plusieurs cavités, 20, 50, un inventaire de 200 cavités, bon, ça serait fastidieux à mettre, mais ça peut se faire, ça peut se faire. Je vais annuler tout ça, hein, bien sûr. OK, voilà. Herméneutique. Et créer une fiche biologique, ben ça, c'est la biologie, mais c'est tout nouveau. Je le fais pas. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a vu à peu près tout. Bon, après, c'est pas du blabla, mais il y a la charte de Carsto, puisque quand on se crée son compte Carsto, on doit adhérer à la charte de Carsto, hein, règlement intérieur, historique. Et il y a l'organisation qui permet aussi de savoir qui fait quoi. Ben, il y a tout. Oui, il y a tout. Il y a tout. Et l'accueil, ben, on a vu tout ça, là. Après, de temps en temps, quand Carsto évolue, ben, il y a des petits textes. Là, il y avait un problème sur les cartes IGN avec Windows il n'y a pas longtemps, avec Chrome. On a trouvé la solution. Donc voilà, ça a été mis comment il fallait faire. Il y a eu un gros import de grottes marines à Crozon, mais ça a été mis. Il y a l'île de la Réunion, hein, les grottes de lave qui ont été mises en juin, module biblio. Non, il y a la mise à jour de ce qui se passe. Voilà, mais je pense que c'est à peu près tout. Des questions? Juste peut-être avant de passer aux questions, est-ce que l'un d'entre vous voudrait dire un mot sur le nouveau statut de Carsto qui a été choisi comme base fédérale et puis sur la création de la commission base de données? Oui, alors c'est Joël là qui va reprendre la parole. Bon, donc maintenant, le Carsto a été choisi comme outil de référence pour les bases de données pour la Fédération française de géologie. Hein. Voilà, c'est un outil qui, on se doit à partir de maintenant d'être exemplaire un petit peu dans ce domaine, ce qu'on essaye de faire. Et à côté de ça, il y a surtout la partie qui est aussi très importante, qui va être la création de la commission base de données. Alors c'est la commission base de données. Hein. L'objectif, hein, d'abord, elle est créée puisque on voit qu'il y a vraiment une prolifération des bases de données en France, mais aussi dans le monde. Hein, mais la prolifération va au-delà des simples bases Spéléo. C'est aussi des bases qui peuvent être des partenaires à nous, type BAGM, type agence de bassin, type tout type. Donc on s'aperçoit qu'il y a énormément
de bases de données qui se créent. Donc, entre les bases de Spéléo et les autres, eh bien, il s'agit d'avoir des gens qui réfléchissent à tout ça au sein d'une commission. Donc, ça fait partie de l'objet. Donc, les missions que va se donner la commission base de données, c'est d'abord de représenter, d'avoir un organe au sein de la fédération qui réfléchit à ces domaines, clairement, et qui est d'apporter au conseil d'administration de la FFS des propositions d'orientation stratégique et aussi de développement. Qu'est-ce qu'il y aurait développé demain? D'assurer aussi la conformité de tout ce qui est réglementaire. Parce que dans le monde des bases de données, il y a aussi des problèmes réglementaires. Qu'il s'agit de traiter tout ce qui va concerner les droits d'auteur, tout ce qui va concerner toute cette partie-là, est une partie importante et souvent des parties qui posent beaucoup de questions vis-à-vis des SPLO et même des clubs ou des CDS qui des fois se demandent voilà, que devient à partir du moment où on met leurs données dans une base, est-ce qu'ils perdent leurs droits d'auteur, est-ce qu'ils gardent, enfin, il y a beaucoup de questions, donc de répondre à ces questions-là. Aussi d'avoir un organe qui va créer un lien, commission base de données, elle aura aussi le rôle quand même de créer un lien entre les différentes commissions fédérales, c'est-à-dire que les différentes commissions de la fédération ont des besoins et que il y ait la possibilité de développement particulier ou vis-à-vis de ces commissions qui ont des besoins qui sont particuliers, identifiés. Je dirais le dernier en date qui est identifié chez nous, sur lequel on a travaillé, c'est sur les canyons, et donc avec un département, disons qu'on a pris comme département de test, qui est le département de l'île de la Réunion. Donc là, on est en train de travailler sur un module tout à fait particulier qui sera sur les canyons, avec un objectif peut-être un peu moins scientifique, mais plus sportif, de loisirs, qui est plus proche des besoins des gens, des canyonistes. Donc on est en train de travailler dessus, on a bien avancé, et on sortira qu'un outil qui pourra servir à tout le monde. Et puis aussi la commission, je parle bien de la commission, donc quelque chose de plus large, et elle sera chargée de représenter la fédération dans les instances internationales au niveau des sujets de base de données. Parce que à ce niveau-là, au niveau des bases de données, tous les pays, il y a beaucoup de pays, et notamment lors du congrès UIS, on s'est aperçu de la véracité de la chose, c'est-à-dire qu'il y a énormément de pays qui développent des bases de données, et chacun de leur côté, et avec des spécifications particulières. Et donc, comment discuter tous ensemble au sein d'une commission qui est au niveau de l'UIS, et il faut que la France y soit représentée. Et représenter toutes les bases, pas représenter simplement un individu particulier. Donc, dans la commission, la création de la commission, elle va démarrer comment? Elle a plusieurs thèmes à faire. D'entrée, c'est de proposer au CA de la fédération un règlement intérieur. Ça paraît quelque chose d'important, c'est-à-dire le début comme toute commission, il faut créer des règles, comment elle va fonctionner et qu'est-ce qu'il y aura dedans. La deuxième le deuxième travail important, ça va être de créer un label des bases de données, c'est-à-dire définir quelles sont les bases de données qui sont sérieuses, sur lesquelles on peut compter sur le moment, mais aussi certainement dans l'avenir, et puis qui respectent les chartes de la SPDO, respectent un certain nombre de choses tout bêtes, et qui soient bien tournées vers la fédération et vers les besoins des fédérés. La commission aura aussi pour but de développer des outils de communication entre les bases, parce que même si Carsto est choisi comme base de référence, ça n'empêche qu'il y a d'autres bases qui vivent et qui existent, qui pourront être labellisées, d'avoir un label fédéral, et il va falloir qu'on réfléchisse comment faire converger les bases et qu'elles puissent échanger entre elles. Donc ça, c'est un gros sujet, et ce sujet, ce sera la commission base de données qui sera chargée de travailler sur ces thèmes-là. Alors, entre les bases de la fédération, mais aussi les bases scientifiques qui existent en France, il y a de nombreuses bases scientifiques. Je pense notamment tout ce
va être biologie, tout ce qui va être aussi archéo, tout ce qui va être ces points-là, où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des bases différentes, où il peut y avoir un intérêt à converger, et puis aussi à l'international. L'autre point, la notion de base de données étant quelque chose de compliqué et de complexe, c'est-à-dire ça demande notamment des connaissances en informatique, mais ça demande aussi des connaissances plus générales, ça va être de mettre des formations et des moyens d'aide aux départements ou aux clubs qui veulent s'investir dans les bases de données, mais qui ont voilà, des problèmes de démarrage, simplement parce que ils n'ont pas forcément les connaissances et pas forcément les, je dirais, ouais, les connaissances et qui ont besoin d'un accompagnement tout simplement, quoi. Mettre en place des passerelles entre toutes les bibliographies, parce que comme on peut voir, on vous a montré qu'on a là un module bibliographie qui est déjà assez élaboré, mais c'est vrai que quand on réfléchit un peu plus loin, il y a la Bibliothèque fédérale, il y a plein de bibliothèques un petit peu partout, et comment à un moment, eh bien, quand on cherche une information sur quelque chose ou sur une qualité, comment on peut essayer de trouver le lien entre toutes les bases ou essayer d'avoir le maximum de liens pour pouvoir retrouver des documents afférents à la recherche, à des recherches que l'on souhaiterait faire. Et le point aussi, le dernier point, c'est développer les relations entre la Fédération française de spéléologie et tous les gens qui gèrent des phénomènes sur le karst. Bon, voilà, ça fait partie, et là ils sont nombreux, hein. On est très nombreux à travailler sur les cartes, que ce soit dans tous les domaines, hein, géologiques ou hydrologiques ou dans tous les domaines scientifiques qu'on peut un petit peu près imaginer, ainsi que simplement, il y a aussi la gestion des hommes sur le karst, hein, qui est aussi important, et voir comment une base de données, les différentes bases de données vont pouvoir apporter des éléments à cette fonction. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Apparemment, j'ai endormi tout le monde. Oh non, merci, merci Joël, c'était clair. Si vous voulez bien, on peut balayer les questions du chat dans l'ordre où elles ont été posées. Alors il y Oui, avait, oui. voilà, donc il y avait d'abord Vincent qui se demandait comment accéder à Carsto. Il fallait forcément se créer un compte, s'il y avait des contraintes par rapport aux fédérés, etc. Alors là, on a à peu près répondu tout à l'heure, hein, mais on va répéter les choses qui sont relativement simples. D'abord, pour aller sur Carsto, il suffit d'aller faire carsto.org, hein, simplement dans votre barre de recherche, et vous allez forcément tomber sur Carsto. Hein, vous cliquez et vous allez avoir dans Carsto deux possibilités. Vous allez arriver, soit, je vais le partager, hein, on va le faire, hein, on va faire plus simple. Je propose qu'on essaie. Voilà, non, je suis pas suffisamment revenu encore. Voilà. On va tomber, vous allez tomber là-dessus. Vous le voyez tous? Oui, oui, oui. Vous avez deux possibilités d'entrée, comme visiteur ou comme membre. Hein. Alors, quand vous êtes visiteur, eh bien, vous avez un accès entrée dans Carsto, mais vous avez un accès limité aux données. Seul, vous avez accès uniquement aux données que les gens ont bien voulu mettre à tout public. Voilà. Hein. C'est libre. Ce qu'on appelait les données libres. Hein. Donc, il y a des clubs qui ont choisi de mettre tout public. Et dans ces cas-là, tout le monde peut y aller puisque la personne a décidé que c'était tout public. Par contre, donc, vous êtes limité. Si vous voulez aller plus loin, hein, si vous voulez aller plus loin, vous allez, je reviens en arrière. Ah, je suis pas en bon anglais, ouais, et voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous rentrez comme membre. Alors vous allez voir, je le fais. Hein. Donc comme membre, vous allez arriver, vous êtes obligé de vous connecter. Là, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Voilà. Montre-leur créer un compte.
Alors, attends, si vous avez un compte, c'est simple, vous avez votre numéro d'entrée, là, moi c'est mon numéro de fédéré, voilà, c'est pas compliqué, et un mot de passe. Alors, quand t'as pas de compte, comment En tu fais? dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Mais pas trop. Crée un compte maintenant. Ah oui, voilà. Et Voilà. vous pouvez aussi aller créer dans un compte maintenant, et voilà, et vous créez votre compte. Alors, je dois dire, c'est gratuit, hein. Donc, c'est pas on vous demande pas votre numéro de carte de crédit, ni rien. Donc, on vous demande simplement votre nom, prénom, email, le club auquel vous appartenez et votre numéro de fédération. Voilà. Et après, il faut quand même accepter la charte. Ah oui, et on vous demande d'accepter la charte Carsto, qui, elle, vous pouvez y aller sans, vous l'avez là. Moi, t'as le lien. Il y a même le lien, voilà. Vous pouvez aller sur le lien charte. Hein. D'accord. Les droits sont Et les droits sont attribués. Hein. Est-ce que c'est clair pour y aller? Donc, vous avez créé votre compte. Hein. À partir de ce moment-là, en tant que, oui, vous m'entendez? En tant que fédéré, vous avez accès à tout ce qui a été donné en libre pour les fédérés, c'est-à-dire pratiquement tout. Pratiquement tout, sauf quelques qualités qui ont voulu être protégées pour des raisons d'archéo, d'études aussi, des raisons d'études, hein, parce qu'il y a il y a la notion un petit peu d'études, de brouillon, on va dire, hein. En cours d'expo. Hein. captage. Oui, le captage ou en cours d'explo. Enfin, déjà en tant que fédéré, vous avez accès à 98% de la base, on va dire. Hein. Il reste 2% qui sont pour gérer les cas particuliers que les CLDS, les clubs, ou pour des raisons, par exemple, nous, on a un gros souci avec la drague, par exemple, pour souci. Non, on a des grosses questions au niveau de la drague qui ne souhaitent pas avoir apparaître certaines cavités où il y a d'archéologique dedans, et bien dans ces cas-là, il vous faudra en plus une autorisation supplémentaire pour y aller. Voilà. Et l'autorisation, vous la demandez au groupe Carsto. Donc, voilà. Ok, Est-ce que merci. Ouais, c'est clair? il y a pas mal de questions, donc je pense qu'on va On va essayer de terminer. Alors, les autres questions. Il y a une question toute simple de Nicolas. Est-ce qu'on peut rentrer ou utiliser du Lambert 93 comme coordonnée, qui est la coordonnée officielle en France? 93. À 93? Lambert 93, ouais. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. D'accord. Mais s'il y a une demande, enfin, s'il y a une demande, c'est juste une modification mineure à faire. On n'a pas de demande en réalité de Lambert 93. Mais là, dans Carsto, vous avez un petit truc où vous pouvez à tout moment faire des demandes auprès des développeurs. Et ça, c'est une demande qu'on n'a jamais eue. Voilà. Bon, si on nous la demande, on la fera, tout simplement. Alors, je dis pas qu'on la fera instantanément. Hein, par contre, on ne dit pas ça, mais on dit que votre demande sera prise en compte et que, voilà, dans un temps, un délai raisonnable, ce sera. Ok. Après, je balaye les questions les plus simples et après, il y a beaucoup de questions sur les relations avec des bases externes. Bon, je vous poserai une question globale à la fin. Donc, il y a une question relativement simple, une question de Jean-François qui demande si on pourra trouver des fiches d'équipement sur Carsto. Oui, Oui, bien sûr. elles y sont. Elles y sont. Elles existent, elles sont faites. À partir du moment où, bon, d'abord, il faut savoir que nous, on est là, l'équipe qui gère Carsto et qui développe Carsto. Hein. Donc, on n'est pas forcément les gens qui saisissons tout dans Carsto. Ouais. Hein. Il y a la catégorie équipement. Voilà. Si on cherche par catégorie Ouais. équipement, on trouve les cavités confusion. Voilà. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que d'abord, pour l'équipement, systématiquement, si la cavité, la fiche équipement a été remplie, que si elle n'a pas été remplie, elle ne sera pas. Mais si elle a été remplie, il suffit que vous cliquiez dans le moteur de recherche équipement, il y a juste un onglet à remplir et vous avez toutes les cavités qui ont une fiche équipement dans tel département, par exemple.
Hein, ça, c'est assez simple à faire. C'est un tri. Ok. Donc une autre Ok. question. Ouais. Une autre question relativement simple de Robert qui demande quels sont les moyens pour sécuriser l'accès à la base de données. Alors, je ne sais pas si Robert, peut-être tu veux préciser ta question? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est compte tenu des youtubeurs et autres bricoleurs qu'on a dans le genre. Maintenant, on voit des gens arriver dans les cavités de partout et qui se servent de nos fichiers. Comment on peut avoir la sécurité avec Carsto? Ben, la sécurité, elle est simple. C'est quand vous rentrez vos données, quand vous donnez, vous les mettez pas en accès libre, vous les mettez uniquement accéder par au fédéré. Et à partir de ce moment-là, ça restera dans la communauté fédérale. Si vous les mettez en accès libre, là, vous prenez le risque que n'importe qui puisse effectivement les prendre. Comme on dit, on vous laisse le choix à chacun d'entre vous de choisir que vous saisissez, quelle est la sécurité que vous voulez y mettre. Hein. Donc vous avez Ouais, possibilité soit de le laisser en accès libre, ou soit de le mettre uniquement pour les fédérés, ou même de l'interdire complètement si vous estimez qu'il y a un risque majeur sur cette cavité. mais ça répond pas à la sécurité parce que là, sur des cavités qu'on a sur le fichier, on a vu des gens arriver avec des gamins simplement avec une bougie et on a été obligé de les récupérer. Oui, Moi, mais je pense qu'il faut une double sécurité, que ce soit pas accessible au commun des mortels, que ce soit accessible qu'aux fédérés. ben, pour l'instant, c'est ce qu'on vient de te dire. C'est accessible, mais nous, on n'est pas les auteurs. On donne un outil. Si les gens qui saisissent dans Carsto demandent que ce soit uniquement pour les fédérés, ça sera uniquement pour les fédérés. C'est comme un livre, hein. Faut comprendre qu'une base de données, c'est comme une revue, hein. Et donc, la revue, soit on décide de la vendre uniquement aux fédérés et dans le cercle des fédérés, ou on dit, eh bien, on la met à vendre sur ben, à Leclerc, quoi. Et dans ces cas-là, tout le monde peut l'acheter. Ouais, ça répond Oui. pas à la sécurité. Mais on n'a pas de réponse à donner. D'abord, simplement, on n'est pas les seuls. Carsto n'est pas la seule base en France. Et puis, d'un autre côté, ce sont les auteurs qui décident de ce qu'ils veulent faire de leur. C'est les auteurs qui sont les responsables. Enfin, quand tu es auteur, quand tu écris quelque chose, tu es responsable de ce que tu écris. Hein. Ben, Ce n'est pas. là Mais aussi, c'est nous, pas, je veux dire, c'est pas la finalement, au personne. CDS 83, la base de données, maintenant, elle est plus qu'accessible aux fédérés. Il y a juste le nom de la cavité qui apparaît et c'est tout. Les gens ne peuvent plus trouver le point GPS, etc. Ça, c'est de la Oui. sécurité. Hein? C'est ça. Ben, c'est ce qu'on fait. Mais on fait exactement la même chose. J'ai l'impression qu'on se comprend pas. On fait exactement la même chose. Et quand tu es fédéré, tu as bien accès à tout. Et non Donc, fédéré, tu auras pas accès au point GPS. On est bien d'accord. Je pense que si je peux intervenir, Robert, je pense qu'il y a une Vas-y. tendance en fait. si tu Dans, verrouilles ta cavité, tu n'auras pas accès, c'est tout. Joël, tu peux te déconnecter et puis vous faire la liste, il va voir les cadenas. Oui, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Voilà. Joël. On n'entend pas. Ah, Déconnexion. Et va faire Recherche. recherche. oui, déjà, ça a changé. Hein. D'entrée, ben oui, ben heureusement. Vas-y. Et là, ben, mets par 200 parce qu'il y a des applis au point de département pour le 64. Pour le 60. Ils ont tout verrouillé, là. 64, ben oui, c'est bien ce que je vous montrais. Et décoche le truc. Là, il fait 64. Mais, voilà. Non, moi, je trouve que c'est un excellent outil et c'est un très bon travail, mais le problème, c'est de ne pas le mettre à la portée de tout le monde, c'est ça. Non, mais regarde bien. Regarde bien ce que je viens de te montrer à l'écran. Là, Ouais. on est aujourd'hui, il y a, je sais pas combien de milliers de cavités entrées dans les Pyrénées Atlantiques. Hein. Quelqu'un, combien 4000? Un peu plus de 4000. 5000. Hein. Là, toutes ces cavités-là, les gens, ils n'ont pas accès. Ils ont accès qu'au nom. S'ils sont pas fédérés.
Ils sont pas fédérés, t'as pas accès. T'as le nom, Ah, t'as que d'accord. le nom et la qualité. T'as le nom Bon, et la commune. Voilà. d'accord. Là, Si ça tu me rentres va. dedans, là, je peux plus. Toi, je peux plus y aller. Moi, je peux pas y aller, là. Je me suis D'accord. déconnecté. Je suis Voilà, plus, vous disposez. Lis le message, lis le message. alors, le message, voilà, je me mets dessus, et il y a un message qui va apparaître. Si tu te mets sur le champ, pas ici. Liliane. Bon, Merde. il veut pas. Ah, ouais, je l'avais. Non, non, mais c'est sur le nom de la cavité, il faut aller sur le nom de la cavité. Voilà. Si, ça. Là, voilà. Enfin, il va te le dire, on va te dire que tu peux pas, quoi, voilà. Et qu'il faut que tu ailles te fédérer. Tiens, Voilà. tu l'as. Voilà, mais tu vois, vous ne disposez pas des droits nécessaires pour voir le détail de cette ligne. Donc, clairement, là, les gens, ils tombent là-dessus. Voilà. Quand tu n'es pas D'accord. fédéré, tu tombes là-dessus. Ok. Donc, ça répond à ta question, là. Ouais, ça veut dire que le fichier du VAR qu'on n'a pas rendu accessible maintenant aux non fédérés, hormis le nom de la cavité, sera tel quel dans le Carsto. On est bien d'accord. Ah oui, il y aura tel quel les cartons. D'accord. Ben, moi, ça me va. Merci pour le travail que vous avez accompli, c'est super. Ben, merci. On peut, Merci Alexandre. on peut enchaîner sur d'autres questions. Donc, là, on a un gros écho. Je sais pas si. Ouais. Donc, il y avait pas mal de questions sur le module bio, donc qui est en cours de développement. Sophie, peut-être tu veux prendre la main pour poser ces questions? Avec toi, oui. Oui, c'est possible. Je ne sais pas si c'est prévu, mais je souhaitais savoir si les données bio qu'on saisit pourra saisir sur le module seront soit forcément exportées vers l'INPN ou s'il sera facilement possible de les rentrer dans l'INPN. Eh ben, c'est une table, c'est tout. C'est une table. Là, c'est à vous de décider. Hein. C'est une table. On va sortir. Tu pourras sortir de là une table SQL. Hein. Donc, je dis pas de bêtises. Pas forcément. Ou n'importe. Enfin, on pourra ou Excel. Hein. Soit Excel, soit SQL, soit. Enfin, tu sauras sortir un export et de cet export, tu pourras l'envoyer. Hein, ni plus ni moins. Et après, c'est à toi de décider là. C'est pas. Comme on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire, on a fait un exemple là. Et non, mais j'ai vu, mais après. La même chose, ça sera la même chose pour le bio. Si je vais dans la partie bio. Mais je crois que ça. Mais en fait, il faut qu'il y ait des onglets du genre taxref et tout ça. Est-ce que ce sera, tu vois, est-ce que l'Excel exporté sera tout de suite importable dans l'INPN ou est-ce qu'il manquera genre le CD-nom, des trucs comme ça? Bon. En phase de test. Alors là, je veux voir. Je pense que ça peut s'anticiper au début si tu rentres la référence taxref, par exemple, ça pose beaucoup moins de problèmes à importer après vers l'INPN. Tu comprends ce que je veux dire? Non? Je suis pas claire. Ouais, en réalité, comment est-ce qu'on travaille? Je sais pas qui parle. Tu es? C'est Sophie Front, Région Centre. Ah, Sophie. Oui, alors en réalité, comment on travaille? On travaille en réalité avec des gens qui ont des problèmes comme toi, c'est-à-dire qui ont des besoins. On leur demande à partir du moment d'écrire ce qu'ils veulent. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Et nous, après, on ferait une proposition de développement. A priori, aujourd'hui, de ce que tu nous décris, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment avec l'équipe que gère Josiane. Et on va avoir aussi une demande à peu près, je pense, très certainement similaire de la part de la CEPANSO quand on les aura vus. Ce sera quelque chose qui sera à peu près similaire. Donc, c'est quelque chose qui est pas développé aujourd'hui, mais qui va être dans le tuyau. Compte tenu que pour nous, c'est assez simple, c'est une extraction, et après, simplement, c'est de faire concorder les champs. Hein. Oui, voilà, Donc, c'est ça. Ouais. et nous, à la limite, il suffit qu'on nous envoie, qu'on nous dise quel est le champ, quels sont les champs que tu veux exporter. Alors, on est en train de tester ça, mais je ne sais pas exactement de quoi elle parle. Mais je pense qu'au niveau de la CEPANSO, ils sauront vous orienter là-dessus parce que ils vont. On a rendez-vous d'ici 3 semaines avec eux.
pour en Ok. parler. C'est Voilà, avec François Lefebvre que vous avez rendez-vous? exactement. Ok, bah il saura vous orienter là-dessus, alors je pense. Ce sera plus clair s'il vous le dit. Ben, normalement, je passe le week-end avec lui, alors je Ok. pense que... Donc il y Et si, avait, La problématique, je rebondis par contre par rapport à la partie, cette partie-là. Nous, on va être intéressés derrière pour avoir des gens qui testent. ouais. Et ça peut être intéressant, nous contacte pour qu'on te mette dans la boucle des gens qui testent, qui vont tester cet export. J'avais déjà un peu été dans la boucle, mais c'était pas suffisamment avancé pour pouvoir tester en fait. D'accord. Eh bien, au prochain voyage, alors. Ouais, ouais, pas de souci. ok, Voilà. on avait aussi des questions sur le développement d'un module traçage par Arthur. Hydro. Tu veux venir en parler? Viens ici, parce que sinon on va t'attendre. Moi, je passe la parole au spécialiste de l'hydro. Présente-toi d'abord. Oui, bonsoir, c'est Patrick Degouve. Donc, alors on avait travaillé avec Alexandre, avec Vincent, il y a pratiquement 3 ans sur le module hydro. Et donc, par rapport au module hydro, on avait terminé ces premières discussions en se disant qu'il fallait qu'on arrive à faire quelque chose qui soit compatible avec le SIE de Sandre, qui est la base de données en fait du BRGM et des autres organismes. Donc là, on n'a pas avancé plus loin pour le moment pour des histoires de financement, puis ça ne servait à rien de pousser plus loin la réflexion. Donc pour le moment, on a essayé de construire un cahier des charges qui est basé sur le cahier des charges de Sandre et bon, qui devrait permettre justement d'importer des données de part et d'autre pour pouvoir rendre les deux bases compatibles. La petite difficulté qu'il y avait, je crois, mais là, Alexandre pourra peut-être plus en parler que moi, c'est que les données Spéléo ne répondent pas forcément aux exigences et des charges de Sandre. Et par exemple, il y a des tas de colorations qui ont été faites par des Spéléo qui ne peuvent pas rentrer dans le projet Sandre, mais qui sont importantes pour les Spéléo. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et par rapport à l'hydrologie, donc il y a les colorations et après il y avait tout l'aspect mesures qualitatives, quantitatives, les mesures de débit, les mesures de température, etc., pour lesquelles il était question aussi de faire un module couplé aux colorations. Voilà. Donc pour le moment, on attend un petit peu, je dirais, le financement qui permettrait de redémarrer une réflexion de fond. Mais de toute façon, cette réflexion, elle ne se fera pas tout seul dans notre coin. Elle doit se faire avec les gens qui se. Bon. Ça recoupe une question aussi de Nicolas sur le lien entre les bases de données du BRGM, la BD, la base de données traçage et la base de données cavité. Parce qu'effectivement, il y a quelques départements où la base de données traçage du BRGM est alimentée, et alimentée par les Spéléo aussi. Alors, je peux répondre un petit peu là sur la base de données traçage. Ça nous paraît, nous, pour l'instant, au niveau de Carsto, hein, faut avoir l'évolution, mais plus intéressant que par rapport à la base de données BD Cavité, qui est une base qui est aujourd'hui, qui est effectivement réelle et sert, mais en réalité très peu vivante. C'est-à-dire aujourd'hui, elle est plus alimentée et on commence à avoir vraiment, voilà, le mot qui va bien, c'est obsolète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données qu'il y a dedans sont loin d'être bonnes. Il parlait de BD traçage. Oui, oui, BD cavité. Je parle de BD cavité et BD traçage. On est d'accord pour travailler pour BD traçage, mais en ce qui concerne BD cavité, je disais simplement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu obsolète. Donc, même avec le BRGM, ils nous en parlent même plus. D'accord. Donc, Nicolas, si tu es satisfait de la réponse ou tu veux rebondir?
Bonjour. Partiellement, en fait, l'idée c'est que dans ces bases nationales, on a des codes d'identifiants, notamment pour les points d'entrée et les points de surveillance, au niveau des sources, par exemple. Donc, c'est juste de pouvoir faire le lien entre ces points. En fait, chaque base n'a pas pour objectif d'écraser l'autre, mais c'est que quand elles doivent se compléter, que l'on puisse facilement retrouver les références qui permettent de faire le lien entre les deux outils. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire voilà de saisir les traçages dans Carsto. Pour moi, c'est pas son objet, mais qu'au moins on ait un identifiant commun, par exemple, voilà, qui puisse être laissé à la volonté de chaque spéléo de saisir son identifiant de cavité, par exemple. Voilà, alors pour répondre exactement à ta question, c'est en partie le travail qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire que on a pris la liste de tous les champs identifiants de cahier des charges de Sandre pour essayer de voir ceux qui étaient compatibles avec ce qui existait dans la base Carsto, de voir comment on pouvait justement les coupler. Et puis tous les champs qui seraient spécifiques au traçage, c'est justement de les faire avec les identifiants de Sandre. Il est évident qu'il faut pas réinventer le monde. Il faut faire en sorte que les données puissent s'exporter facilement. Et c'est pas nous qui allons décider à la fois des champs et des identifiants. Il faut prendre des identifiants qui existent. Ça c'est clair hein, pour nous. On a répondu? Oui, je vous remercie. Et sur BD Cavité, j'ai entendu ce que vous avez dit, c'est exactement ce que je pense, que BD Cavité c'est obsolète. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu BD Cavité en fait. À l'époque, tous les CDS et de nombreux clubs avaient fourni leurs données gentiment au BRGM pour faire cette synthèse. Aujourd'hui, en fait, on s'en sert pas. Par contre, les agents immobiliers, par exemple, s'en servent pour la base géorisque quand on fait une transaction immobilière pour vous dire il y a des risques parce qu'il y a une cavité. Donc finalement, cette base BD cavité, le monde spéléo doit la faire disparaître parce qu'en fait, elle a pas du tout, enfin, elle ne sert à rien. Par contre, l'outil Carsto pourrait juste pointer de nouveau, où se situe une cavité qui est réellement existante parce qu'un spéléo l'a identifiée. Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être vous rapprocher du BRGM pour un moment trouver un équilibre. Mais bon, pour être très transparent, on est en relation aujourd'hui avec le BRGM. Hein. Il y a beaucoup de questions, notamment suite au niveau. Faut savoir qu'au niveau national, il a été décidé qu'il y a un grand plan sur l'étude des risques, hein, et notamment dans l'étude des risques, c'est les risques liés aux effondrements dans le Kars. Il y a une étude globale, donc toutes les préfectures aujourd'hui de France et j'allais dire de Navarre ont l'obligation de répondre à ce plan et notamment ça redescend au niveau des communes, au niveau de l'occupation des sols. Donc, et le BRGM est le maître d'œuvre de cette grande étude et de donner les informations. Alors, c'est quelque chose qui est en train de se décliner, hein, donc c'est tout récent, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé, mais à partir du moment où ça vient maintenant de l'obligation des préfectures, ça va se décliner dans tous les départements. Alors le BRGM a déjà pris contact avec nous, hein, notamment pour des études sur certaines communes, des études particulières, notamment je pense la commune de Roquefort dans les Landes, où il y a des risques de soutirage importants et notamment sur des problématiques de tuyaux de gaz, etc. Enfin, ils ont un tas de problèmes autour de ça. Et effectivement, le BRGM souhaiterait un accord un peu plus large avec Carsto. Bon, là aujourd'hui, on en est au balbutiement des discussions. Hein, il y a eu 2 premières réunions. On a aidé le BRGM sur une commune auquel ils ont pu voir qu'effectivement, entre les données qu'ils avaient dans BD Cavité et ce qu'avaient apporté les spéléos, c'est le jour et la nuit, et que on avait vraiment, on apportait vraiment quelque chose. Alors maintenant, ça s'est fait au niveau d'une région qui est la région Nouvelle-Aquitaine. De ce côté-là, je pense que c'est quelque chose qui est en train de remonter, et il faut laisser le BRGM, qui est une vieille maison qui met beaucoup de temps à faire remonter des informations. Mais je dirais, c'est dans le tuyau, ce que tu dis, hein, et que c'est une question de temps. Hein. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on aura des
des demandes beaucoup plus importantes de la part du BRGM. À partir du moment où les régions commencent à demander et commencent à dire oui, il faut travailler avec les SPLO, ben le reste va suivre, quoi. Voilà, ça mettra un peu de temps, mais ça va suivre. Et merci. Une question de Jean-François. Donc je vous la lis telle quelle. N'est-ce pas une illusion de croire que Carsto va remplacer toutes les bases de données spéléo et scientifiques? Ça serait un travail sans fin. Non, mais la question n'est pas celle-là. On n'a jamais eu la prétention de remplacer toutes les bases spéléo et toutes les bases scientifiques, loin de là. Nous, notre objet, comme je dis, et ça sera l'objet. Carsto, lui, se développe. Maintenant, il y a la commission base de données qui va être créée et justement, elle est faite, elle, pour régler ces problèmes-là, parce que Carsto n'a pas de prétention d'abord de couvrir la France, de couvrir tous les champs possibles. Hein. L'objet, c'est quand même de travailler avec les autres, hein, de pouvoir créer des passerelles, de pouvoir travailler ensemble. Et effectivement, on va pas remplacer toutes les bases existantes. On parlait de la bio tout à l'heure, mais il y a des bases nationales qui gèrent la bio. Bien sûr qu'il faut qu'on trouve les moyens d'import et d'export des données pour qu'on n'ait pas à réinventer la poudre. Bon, pareil sur l'aspect culturel, avec les muséums d'histoire naturelle. Aujourd'hui, on arrive à échanger, ça y est, des données. Donc, et il y a POC Spéléo qui est en train de se créer en Occitanie, qui est quelque chose qui marche bien sur la détection, notamment de tout ce qui est point de pollution dans le Carts. On va pas réinventer la même chose. Hein. On va travailler avec eux pour que que les échanges de données puissent se faire tout simplement. Quoi. Voilà. Entre les échanges de données entre bases, c'est quelque chose qui va se développer. La seule condition, c'est que la base qui soit en face de nous soit une base qui soit, je dirais, assez bien structurée. Et à partir de là, on est capable de trouver les moyens de converger sur des données. Les droits des autres. Alors, les points, effectivement, il y a l'aspect technique, puis il y a l'aspect aussi, est-ce que c'est intéressant pour la fédération et les fédérés, hein, la question se pose, le respect des droits d'auteur et le respect de la charte Spéléo d'une manière générale. Voilà. Après, sur les points de vue techniques, quand une base est bien constituée et avec des champs clairs et des données claires, normalement, on arrive pratiquement à chaque fois à pouvoir échanger les données. Après, c'est une question de volonté politique, hein, c'est une question d'ouvrir la base. Si la base en face de nous a envie de s'ouvrir, il n'y a pas de problème pour échanger. On a fait des tests il n'y a pas longtemps. Hein, Une question de Jacques qui demande s'il y aura des moyens pour, si on veut migrer de base, il y a des moyens d'export automatique ou s'il faut ressaisir toutes les données. Ah ben non, on va pas tout ressaisir. Non, si, que je dis bien, exactement, c'est la même réponse. C'est-à-dire, pour Jacques, si les données constituées dans la base, dans sa base sont faites, je dirais, classiquement, hein, je dirais, il n'y a aucune raison qu'on peut pas faire une moulinette qui permet de faire un import direct. Voilà. Et de toute manière, c'est tous les jours, hein, c'est le quotidien parce que l'histoire des bases de données Spéléo, ça démarre toujours pareil, c'est dans un département quelqu'un qui qui fait un peu, qui aime bien jouer avec dans l'informatique, avec Excel, avec des choses comme ça, et qui commence à créer une première base, et puis après il y a un webmaster par-dessus, et puis on commence à créer un petit peu quelque chose, et puis à un moment bon ça devient forcément on peut pas avoir toutes les spécialités et tout, donc et là à partir du moment nous on sait complètement importer la totalité quoi, voilà c'est un peu de travail, mais on ressaisit pas tout quoi. Voilà. Et j'ai une remarque d'Eric. Eric, je te laisse la parole si tu veux intervenir.
Oui, merci. Dans les derniers trucs que tu as dit, Joël, moi je suis un petit peu gêné par l'aspect qui est un peu restreint sur le champ français. Alors je sais qu'on est dans une visio de la Fédé française de spéléo, mais c'est pas le seul. C'est pas les seules références. C'est par exemple les bases du BRGM, c'est bien, la vue du BRGM, c'est bien, mais là c'est très franco-français. Et moi j'aurais envie de pouvoir discuter avec nos voisins italiens, avec les voisins varois du 06, avec les Allemands, mais aussi du multilinguisme, mais aussi des standards internationaux plutôt que des standards franco-français. Donc il faudrait vraiment qu'on regarde un petit peu plus loin que ce que tu disais là. Mais bon, c'est juste une remarque, hein, c'est pas une critique. Oui, c'est une remarque, mais c'est une remarque qui est pertinente, dans le sens où quand même, nous, déjà, on a, je sais pas si vous avez vu, mais on a des aides, vous avez des aides en permanence quand vous allez saisir, hein, vous avez des champs et des choix, et tout est basé quand même sur les conventions UIS, hein. On n'a rien d'autre, c'est-à-dire que simplement les mots sont en français, c'est tout, hein. Et donc, on est vraiment, ce que montrait Alain tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait, euh, voilà, on est vraiment tourné vers ça, même si dans un premier temps, bien sûr, on s'adresse ici, on travaille dans le cadre de la Fédération française de spéléologie, et déjà, je dirais, entre nous, il y a déjà pas mal de bases qui sont différentes, qui ont des philosophies différentes, qui ont une démarche différente. Déjà, et puis nous, bon, clairement, aujourd'hui, bon, Carsto, autant on est interrogé par des gens comme les agences de bassin, comme les RGM, comme les CEPANSO, comme on disait tout à l'heure, ou Nature France Environnement, ou on est peu interrogé à l'international. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on le regarde, et seulement quand on développe quelque chose, on le développe avec des outils qui font référence à l'international. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer des champs qui ne sont pas déjà référencés. Ne serait-ce que tous les icônes que tu as sur la carte, tu auras les mêmes, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Brésil, hein. Tout le monde aura choisi les mêmes. Il y en a un qui n'est pas sûr pour le Brésil. Non, mais disons que là, on passe. Ok, merci. On peut prendre encore quelques questions peut-être beaucoup plus simples, enfin simples entre guillemets. Yann, par exemple, demandait s'il y aura la possibilité d'avoir un module 3D et de faire de la visualisation 3D en Carsto. Ça pose, c'est vraiment pas un problème. Je veux dire, le problème, c'est la personne qui va s'y coller, quoi, c'est tout, quoi. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle entend par 3D? Est-ce que c'est Alors, si Yann est encore parmi nous, si tu veux, ou la topo? Oui, bonjour. La topo qu'elle veut en 3D ou c'est la carte? Ben, Yann va vous préciser. Par exemple, pour tous ceux qui font de la photogrammétrie et qui feront des nuages de points, je voulais juste savoir si la possibilité d'upload le modèle complet afin de voir à la place d'une coupe le modèle complet en 3D pour voir les volumes. Non, mais ça, finalement, c'est d'importer la topographie dans Carsto, mais ça, je pense pas que ce soit un problème, hein. Enfin, je vois pas j'interroge les développeurs autour de moi, là. Vas-y. Je connais rien, mais l'objectif, c'est de mettre la qualité en 3D sur une carte en 3D. Oui. Non, mais ça, pour le moment, ouais, mais ça, c'est pour la faire tourner. Oui, il y a des c'est pas le but de Carsto. Enfin, ça Non, mais ça veut dire. développer l'outil et il faut des développeurs. Ouais. Non, il y a deux choses, parce que ça met débat dans l'assemblée des développeurs, là. Il y a des choses. Si c'est simplement que vous avez fait une cavité en 3D et que c'est un lien pour aller la visualiser, c'est aucun problème. C'est-à-dire que voilà, mais si c'est mettre la cavité qui est en 3D dans un ensemble 3D avec les autres cavités à côté qui deviennent en 3D et le tout dans un environnement, c'est-à-dire où on voit la montagne en 3D dedans, là c'est autre chose. Voilà, là aujourd'hui on n'a pas prévu de faire ça. On peut le faire, mais à mon avis là on va se tourner vers le trésorier de la fédération pour dire voilà, là il y a un gros développement.
Ok, Je sais pas si j'ai merci. répondu à la question. Oui, c'est bon, merci. J'avais une question d'Eric qui demandait s'il y avait un lien avec la CREI. Non, on n'a pas de lien particulier avec la CREI, on n'a pas eu de demande de la CREI non plus. Hein, donc, comme on dit, On avait nous. eu quand même une relation à nous. Ah oui, oui. Enfin, simplement pour essayer de mettre les rapports de la CREI, inciter les gens qui font des rapports de la CREI, à la CREI, de pouvoir les mettre dans Carsto. Oui, d'accord. Après, Non, il y en a eu. un lien officiel. Non, non, on est à l'écoute d'une manière, on est à l'écoute des commissions. Hein. D'une manière générale, on est à l'écoute des commissions fédérales. Et si la CREI a vraiment un besoin, eh ben on sera là pour répondre, pour essayer de répondre à son besoin. Mais on n'a pas eu de demande officielle, si ce n'est que de voir si on pouvait gérer leur rapport hein, dans le module bibliographie, je suppose. Et ça en est resté là. Quoi. Voilà. Ok, pour moi, on a fait le tour. Pour moi, on a fait le tour des questions qui étaient posées sur le chat. Est-ce qu'il y a encore parmi les participants des personnes qui voudraient intervenir? Ah, il y a par exemple une Oui, question. c'est Oui. Claude, c'est Claude. Là. Oui, bah écoute, de toute façon, je pense qu'il y aura des tas de questions qui vont se poser au fur et à mesure. Et si la commission se crée au niveau national, c'est bien pour répondre à toutes ces questions, quoi. Donc, on va pas résoudre tous les problèmes ce soir. C'est que le début d'une aventure. Et donc, bon, au niveau de la Codoc, on a expliqué, on en a discuté déjà avec Joël. Effectivement, il y aura des liens. Il faudra qu'on arrive à créer des liens entre toute la documentation. On parlait de CREI, mais il n'y a pas que la CREI. Je veux dire, il y a des tas de rapports qui sont disponibles au CNDS qu'il faudra peut-être, selon les possibilités, rendre accessibles via Carsto, quoi, pour aller les chercher dans. Bon, justement, on est après travailler tout sur la documentation numérique au niveau de la Codoc, parce que jusqu'à présent, les dernières années, on était surtout sur sur la conservation des documents papier, ça continue bien sûr toujours, mais toute l'organisation des documents numériques se met en place et ça fera l'occasion de voir avec Carsto comment on peut les rendre accessibles. Voilà. Et en lien avec les cavités, quoi. Ok, vu l'heure, je vous propose de prendre une dernière question. C'est Romain qui demande comment sont financés les développements de Carsto et est-ce que le code est open source? Alors, moi, je vais répondre sur le financement. Pour l'instant, c'est simple. Le financement, c'est Carsto, c'est 25 ans d'histoire à peu près. Et la fédération avait financé dans les années dizaine d'années, avait financé pendant 4 ans le développement de Carsto. Après, ça a été repris par la région Nouvelle-Aquitaine qui a financé le développement jusqu'à présent. Hein, on peut dire 70% du développement de Carsto a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine, à peu près. Et maintenant, ça redevient base de la fédération. Et ça va être à la fédération maintenant de continuer l'effort qu'a fait la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et donc je me dois d'envoyer un budget prévisionnel à notre trésorier favori de la fédération. Alors, pour tout dire, d'abord, Carsto, comment ça fonctionne? En réalité, c'est 80% du travail est fait par des bénévoles, hein, donc qui demandent pas grand-chose. Hein. On va aller manger une pizza en sortant là tout à l'heure, hein, c'est la première demande. Hein. Voilà, non, c'est essentiellement des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévolat. Alors après, il peut y avoir des points particuliers, tout à fait particuliers. On a besoin de faire appel à des professionnels. Et puis, il y a à payer les serveurs, voilà, tout ce qui est à payer. Donc ça, effectivement, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui l'a payé. Maintenant, on a aussi des organismes qui nous demandent des choses et de là, on pourra peut-être arriver un jour à l'autosuffisance au sein de Carso. Mais dans un premier temps, voilà les financements. Hein. Alors, sur la partie open source, tu veux répondre que tu n'as pas parlé pour l'instant? Oui. Alors, je vais laisser la parole à François Ichas. François. Donc, à propos du code,
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail, donc gérer ça en plus, ça serait un peu, on n'en est pas là, quoi. Et puis, sachant que Carsto est dans une phase, enfin, si on peut parler de phase, parce que ça dure depuis des années d'évolution. Bon, voilà, on n'aurait pas quelque chose de bien carré. Donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Jean-Pierre Villegas. Oui, vas-y Jean-Pierre. Oui, moi je répondrais, je suis intéressé. Nous, on serait très intéressés par ce code. Donc Bascar, on est très proche de Carsteo. Vous avez un certain nombre d'outils qui sont mieux développés que nous. Nous, on en a d'autres qui sont aussi mieux développés. On a d'autres projets. On a des projets communs sur les objets géolocalisés, etc. Enfin. Et c'est vrai parce qu'il y a quelque part, je crois qu'il y en a un qui voulait voir effectivement si on pouvait faire des transferts entre Bascast et Carsteo. Donc on avait déjà fait un travail sur les champs de façon à avoir des champs communs. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas prêt aujourd'hui à participer à une base nationale. Par contre, participer à un outil national, y compris en développement, ça nous intéresse. Mais c'est peut-être le travail de la commission. Oui, je pense, oui. Je pense que nous, Carsto va s'intégrer forcément à la commission, hein. On y est intéressé et on espère qu'au contraire, des gens comme toi ou d'autres bases de référence ou des gens qui ont aussi des projets de développement, notamment au niveau des choses un petit peu plus complexes comme la sémantique, comme tout ce genre de choses, intègre la commission de base de données. Parce que ce sera le lieu d'échange, ce sera le meilleur moyen de travailler et d'arriver à apporter chacun sa pierre à l'édifice, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, bienvenue si tu veux rejoindre la commission base de données. Oui, je pense que je vais essayer d'en être. D'accord, super. Vous l'avez reconnu, c'est le seul qui dit Carsteo. Oui. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, je vous propose de clore la visio. Donc, on a quand même été entre 60 et 70 participants à cette visioconférence. Donc, c'était une belle réussite. Merci beaucoup à Joël et à toute l'équipe de développement de Carsto pour votre présentation. Et je pense que ça a intéressé, et voilà, c'est un sujet qui intéresse énormément les spéléos et que ça a été très utile ce soir. Merci à tout le monde. Ouais, je vous donne rendez-vous pour la prochaine visioconférence de la COSI qui aura lieu dans quelques mois. On vous précisera le thème et la date. Bonsoir à tous. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir, grand merci, bravo à tous les développeurs. Bravo. C'est gentil. C'est sincère.